Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Cassandra Paulet et je suis doctorante en droit de l'Union européenne à la faculté de droit de l'Université Grenoble-Alpes. Dans le cadre de cette contribution, je vais essayer de faire un tour d'horizon succinct des relations qu'entretient la charte avec la notion de droit fondamental. Cette approche plutôt théorique permettra, je l'espère, d'introduire le reste des conclusions autour de la portée et de l'influence de la charte en droit de l'Union européenne. Donc, une telle réflexion interroge de manière plus générale le rapport de la charte à la fondamentalité, et c'est en ce sens que sera étudié au préalable ce que signifie le terme fondamental sur le plan juridique. Cette première grille d'analyse permettra ensuite d'examiner d'une part la fondamentalité des droits consacrés par la charte et d'autre part de prendre un peu de hauteur et voir ce que l'on peut retenir de la fondamentalité générale du texte. Alors, tout d'abord, sur la notion de fondamentalité. Cela pourrait surprendre un regard extérieur au droit, mais il existe un débat doctrinal important sur ce qui rend une liberté ou un droit fondamental. Donc un débat sur le noyau dur des droits consacrés dans les ordres juridiques. Il existe plusieurs pistes de définition de la fondamentalité d'un droit. Je vais essayer de les exposer à grands traits et j'emprunterai pour cela une catégorisation de Véronique Champaille-Desplats qui distingue les fondements extérieurs à l'ordre juridique des fondements internes à l'ordre juridique. Parmi les critères ou fondements extérieurs de fondamentalité, on a premièrement le critère axiologique, selon lequel seraient fondamentaux les droits répondant à des valeurs spécifiques qui elles-mêmes peuvent trouver plusieurs fondements. Le droit naturel ou la morale, le divin ou le religieux, voire un ensemble de valeurs partagées dans un ordre juridique, ce qui nous fait basculer vers l'idée d'un fondement interne à l'ordre juridique. Parmi les critères ou fondements internes de fondamentalité, on a le critère formel, selon lequel seraient fondamentaux les droits consacrés de manière particulière et spécialement à un rang normatif supérieur à la loi, constitutionnelle, voire supraconstitutionnelle, ou à un niveau international. Cette approche positiviste de la fondamentalité est assez répandue du fait de l'influence du constitutionnalisme et de l'état de droit. Mais à rebours a également émergé un critère matériel, notamment défendu par Étienne Picard, selon lequel seraient fondamentaux les droits essentiels, autant à l'ordre juridique qui les porte qu'à l'humanité même de leur titulaire. Donc, je cite Étienne Picard ici. Cette conception assez jus naturaliste tend à détacher la fondamentalité du support de consécration du droit. Mais au-delà, la fondamentalité aurait également des attributs, car l'existence de ces droits ou libertés fondamentaux a des conséquences pour l'ordre juridique de référence. Au premier rang des attributs, les droits fondamentaux bénéficieraient d'une protection accrue et spécifique découlant de leur rôle structurant face à leur place dans la hiérarchie des normes. Cette conséquence positiviste a trait à l'effectivité des droits fondamentaux. Il faut rappeler ici que la notion de droit fondamental et son usage globalement en Europe viennent principalement d'Allemagne. La conception allemande des droits fondamentaux découle justement d'une approche formelle, d'une conception formelle et plus précisément constitutionnelle, c'est-à-dire prévoyant la compétence de la Cour constitutionnelle fédérale allemande. La justiciabilité y est un enjeu central et c'est pour cela que les droits fondamentaux allemands ont été premièrement conçus dans leur dimension subjective. Deuxième attribut ou conséquence, les droits fondamentaux contribueraient à la légitimation de l'ordre juridique de référence, notamment parce qu'ils parachèvent l'état de droit en témoignant d'une auto-limitation du pouvoir. On a des illustrations de cette légitimation assez tôt dans la construction européenne, par exemple avec l'affaire Solange et l'arrêt de la Cour de justice internationale Handelsgesellschaft. Autre attribut, dans une conception plus traditionnelle et peut-être plus droit de l'homiste, les droits fondamentaux ont pu être conçus comme universels. Cette universalité, cette unification de la catégorie des titulaires sous la juridiction de l'ordre juridique de référence a ainsi pu être promue dans le cadre d'une appréhension des droits fondamentaux comme découlant du droit naturel. Ce débat a priori théorique autour de la notion de droit fondamental a des conséquences pratiques. La conception retenue par la charte affectera en effet tant la fonction
des droits fondamentaux que leurs garanties en droit de l'Union européenne. Mais avant d'aborder cela, on va mobiliser cette première grille d'analyse afin d'étudier la fondamentalité des droits consacrés par la Charte. Et ce sera l'objet de ma deuxième partie. Ici, on peut remarquer, d'une part, que les droits et libertés ont pour base un préambule au fondement hybride, et qu'en conséquence, les dispositions de la Charte sont elles-mêmes variables sur le plan de la fondamentalité. Donc, premièrement, au sujet de ces droits et libertés consacrés sur la base d'un préambule composite. La fondamentalité de ces droits peut être qualifiée de variable voire composite car il s'ancre dans un texte qui, dès le préambule, mobilise plusieurs des critères de fondamentalité exposés précédemment. La première phrase du préambule de la Charte nous renvoie à une dimension axiologique des rapports entre intégration et droits fondamentaux. On y lit « Les peuples d'Europe, en établissant une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes. » Il est fait par ailleurs référence au patrimoine spirituel et moral pour parler du socle de valeurs de l'Union. À noter qu'initialement, les députés chrétiens démocrates souhaitaient insérer dans la Charte la notion d'héritage religieux. La dimension axiologique du texte est d'ailleurs confirmée par sa structure. Les titres subdivisant le texte, dignité, liberté, égalité, solidarité et justice, sont le reflet des valeurs de l'Union telles qu'énoncées dans le droit primaire à l'article 2 TUE. Mais dès le préambule se mêle à l'approche axiologique une vision matérielle du fondement des droits fondamentaux. Cette hybridité, que l'on pourrait qualifier de fondement axio-matériel, n'est pas surprenante puisque le respect des valeurs partagées, dont le respect des droits de l'homme, est un facteur important de réalisation du droit matériel de l'Union. Ainsi, dès le préambule, sont mentionnés la citoyenneté européenne, l'espace de liberté, de sécurité et de justice, ou encore la libre circulation des personnes, des services, des marchandises, des capitaux et la liberté d'établissement. Forme de promotion des valeurs de l'intégration, l'insertion de ces droits et libertés matériellement essentiels interroge le fondement principal de leur protection. Le droit est-il protégé comme liberté fondamentale pour l'individu ou pour l'intégration économique ? La question est importante car l'arbitrage entre liberté fondamentale et liberté économique a pu pencher du côté de l'intégration économique. On l'a vu dans les affaires Viking et Laval par exemple. Finalement, on perçoit également dans le préambule un fondement formel pour les droits et libertés, c'est-à-dire consacré à un rang supralégislatif. D'ailleurs, si l'on prend l'Union comme ordre juridique de référence, on peut prêter une dimension constitutionnelle à la Charte depuis qu'elle a acquis valeur contraignante, si on le met en parallèle de l'arrêt Lévert où la Cour qualifiait les traités de charte constitutionnelle de base de la communauté. Néanmoins, du point de vue d'une conception formelle strictement constitutionnaliste et nationale, comme semble être celle d'Henri Roussillon par exemple, alors on remarque dans les travaux préparatoires de la Charte que certaines propositions de droit n'étaient soutenues que par des références aux traités communautaires. C'est notamment le cas des droits de la citoyenneté. Ce qui va m'emmener à ma deuxième sous-partie, pour évoquer la fondamentalité variable des droits et libertés consacrés par la Charte. On distingue au sein de la Charte 3 grands groupes de droits. C'est ce qu'on avait appelé les corbeilles. On a les droits individuels traditionnels, les droits de la citoyenneté et enfin les droits économiques et sociaux. Leur fondamentalité est sur ce point variable. Et bien que l'on puisse commenter d'autres dispositions, ce qui va nous intéresser ici plus précisément, c'est le titre 5, composé de 8 droits de la citoyenneté. L'inclusion de ces droits n'est pas surprenante si on se place du point de vue d'une fondamentalité matérielle. Par exemple, le droit à une bonne administration, qu'on retrouve à l'article 41, est crucial dans un ordre juridique qui compte parmi ses principes structurels l'administration indirecte. De même, la libre circulation et la liberté de séjour, qu'on retrouve à l'article 45, sont matériellement fondamentales pour le droit de l'Union et deux de ses grandes politiques, le marché intérieur et le LSJ. Néanmoins, le problème que l'on rencontre face aux droits et libertés consacrés dans le titre 5, c'est qu'ils ne sont pas conçus de manière universelle. Il s'agit de droits conditionnés
au statut de citoyen européen. Voire au-delà, si on prend l'exemple de la libre circulation et de la liberté de séjour, si on peut l'étendre aux ressortissants d'États tiers, elle reste conditionnée, même pour les citoyens européens, au regard des ressources de l'individu, par exemple. Et cette problématique des titulaires des droits de la citoyenneté, elle avait été soulignée tôt dans l'élaboration de la charte, et dans les travaux préparatoires, on cherchait déjà des solutions. On peut par exemple y lire que cette différenciation pourrait échapper à la qualification de discrimination si l'on se réfère à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Chorfi de 1996 qui avait admis le traitement préférentiel accordé aux ressortissants communautaires, c'était en matière d'expulsion, parce qu'il y avait une justification objective et raisonnable. Alors, la notion de droit fondamental dans la charte a-t-elle été compromise ? On va dire qu'elle a fait l'objet de compromis. Sauf si l'on considère qu'une notion autonome du droit fondamental émane du droit de l'Union, découlant par exemple de l'article 6 du TUE. Néanmoins, ces problématiques sur la notion même de droit fondamental n'ont pas échappé aux parties prenantes de la Convention, ce qui a eu un impact sur la fondamentalité et la normativité générale du texte de la Charte. Et ce sera l'objet de ma troisième et dernière partie. Pour étudier la fondamentalité du texte, j'évoquerai premièrement l'hétérogénéité normative qui irrigue la charte pour enfin essayer d'évaluer sa valeur générale dans l'Union européenne. Donc premièrement, en ce qui concerne l'hétérogénéité normative, il faut se rappeler qu'au-delà de la question de leur fondement, les droits fondamentaux répondent à une logique d'effectivité. Sur ce terrain, il y a une importante hétérogénéité normative au sein de la charte, c'est-à-dire que ces dispositions diffèrent du point de vue de leur champ d'application et du point de vue de leur justiciabilité. Premièrement, on a une hétérogénéité normative sur le terrain des bénéficiaires. Les titulaires des droits consacrés par la charte peuvent être répartis en 3 grands groupes: toute personne placée sous la juridiction d'un État membre, les citoyens de l'Union, et les citoyens de l'Union ainsi que toute personne y résidant. La charte révèle ainsi une tendance plus récente de compartimentation des titulaires des droits et libertés fondamentaux, vers une approche plus individualiste de leur protection. La notion de droit fondamental s'y prête. Elle se prête à cette catégorisation car elle a plus été pensée dans une perspective positiviste, au contraire des droits de l'homme où l'universalité découle du jus naturalisme. D'ailleurs, cette catégorisation n'est pas nouvelle en droit de l'Union puisque ont également été consacrés des droits fondamentaux au bénéfice des entreprises. La portée de cette rupture avec l'universalité en droit de l'Union peut toutefois être relativisée parce que, par exemple, elle n'a pas empêché la Cour de justice d'étendre son contrôle du respect des droits fondamentaux alors que sa compétence était compromise. Ça, on l'a vu dans le cadre des sanctions ciblées avec les affaires Cadi. Donc maintenant, deuxièmement, on a aussi une hétérogénéité normative sur le terrain de la justiciabilité des droits et libertés. On entre ici en contradiction avec les conséquences que l'on attribue traditionnellement aux droits fondamentaux, à savoir une protection accrue et spécifique dans l'ordre juridique. Cette hétérogénéité normative est en fait le fruit des dissensions autour de la fondamentalité de certains droits et spécialement les droits sociaux. L'article 52, paragraphe 5 de la Charte nous rappelle la différence entre les droits subjectifs, qui doivent être respectés, et les principes, qui, eux, doivent être observés et faire l'objet d'une mise en œuvre par un acte des institutions de l'Union. Les principes ont donc une justiciabilité indirecte, puisque leur invocation ne pourra être admise que dans le contrôle de l'interprétation ou de la légalité de l'acte les concrétisant. Parfois qualifiés de droits-programmes, ces principes concernaient notamment l'insertion des droits sociaux. Certains États membres étaient en effet contre l'inclusion dans la charte des droits sociaux. C'était notamment le cas du Royaume-Uni ou du Danemark. À côté, on avait également par exemple un des représentants italiens, Stefano Rodotà, qui au contraire estimait que ces droits étaient un des principaux facteurs de légitimation de l'Union qui était recherché par la charte.
Sur le plan d'une conception matérielle de la fondamentalité, l'inclusion des droits sociaux est cohérente face à leur importance comme corollaire du marché intérieur, notamment dans la jurisprudence de la Cour. Néanmoins, leur insertion était complexe du fait de leur diversité et de l'hétérogénéité normative inhérente aux droits sociaux. Cette problématique, elle s'ancre en fait dans la distinction théorique entre droit-liberté, les droits de, et droit-créance, les droits A, dont les droits sociaux font généralement partie. Sur ce terrain, on peut par exemple bien distinguer le droit de grève, qu'on retrouve à l'article 28 de la Charte, du droit aux prestations sociales et aux aides sociales, qu'on retrouve à l'article 34, ce dernier droit nécessitant des choix politiques et économiques, et donc des mesures de mise en œuvre de la part de l'État. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, a priori, tous les droits sociaux ne peuvent pas prétendre à une garantie équivalente. Et ça n'a pas échappé aux Allemands et aux Britanniques, notamment, qui souhaitaient réserver le terme de droit aux dispositions pleinement invocables devant un juge. De ce point de vue, et surtout du point de vue théorique, l'insertion des droits sociaux comme principe au sein de la charte est alors cohérente. On ne peut en effet pas qualifier de fondamentale une disposition qui exige une mise en œuvre préalable dans le cadre de laquelle le législateur disposera d'un large pouvoir d'appréciation, alors même que la fondamentalité a théoriquement pour but de limiter le pouvoir. Dès lors, et pour protéger le texte contre lui-même, surtout sa fondamentalité, une qualification limitative des principes aurait été bienvenue. Néanmoins, la charte et ses explications n'en font pas un exposé clair, et le positionnement de la Cour contribue à cette incertitude normative. Si la Cour a pu reconnaître l'effet direct horizontal à certaines dispositions de la charte, elle est bien plus prudente en matière de droits sociaux, et elle s'intéresse sur ce terrain à leur formulation. Par exemple, dans l'arrêt Association de médiation sociale de 2014, elle a refusé d'accorder à l'article 27 de la Charte, donc sur le droit à l'information et à la consultation des travailleurs, une application horizontale. Et cela affecte grandement la justiciabilité et l'effectivité des droits sociaux, puisque ceux-ci sont principalement concrétisés dans des directives pour lesquelles la Cour est réticente à reconnaître un effet direct horizontal. La protection accrue et spécifique en principe corollaire de la fondamentalité n'est dès lors pas respectée, d'autant plus si on met cela en parallèle avec les problématiques de recevabilité des recours des particuliers en droit de l'Union, ou en parallèle du fait que la Cour n'est pas une juridiction spécialisée en la matière. Sur ce point, l'instauration d'un recours spécifique devant la Cour avait été proposé, mais ce n'avait pas été retenu par la conférence intergouvernementale. Et au-delà, cette inégale justiciabilité des droits fondamentaux consacrés par la Charte, elle est renforcée par leur inégale acceptation par les États. Je n'y reviendrai pas, mais je pense par exemple au protocole numéro 30 signé par le Royaume-Uni, la Pologne puis la République tchèque, ou encore la crise des valeurs de l'Union de manière plus générale. Finalement, cette hétérogénéité normative de la Charte et les divergences qu'elle révèle sont bien de nature à affecter le rapport du texte à la fondamentalité. Mais dès lors, et face à toutes ces considérations, que retenir de la valeur de la Charte en droit de l'Union? Donc ce sera l'objet de ma dernière sous-partie, ici. Finalement, on va essayer de répondre au sens large à la question de savoir si la Charte est un texte fondamental du droit de l'Union. Alors, sur le plan historique et théorique, il s'agit sans aucun doute d'un texte fondamental de l'ordre juridique. Ce texte vient entériner la jurisprudence de la Cour de justice en matière de droits fondamentaux et parachève la concrétisation textuelle des valeurs de l'Union. La Charte, c'est un tournant politique, et comme le souligne Simon Labelle, si elle ne marque pas de rupture profonde, dans la mesure où elle mentionne des valeurs qui étaient déjà consacrées dans d'autres instruments, elle les présente en revanche désormais comme un élément fondateur de l'Union. La Charte a également une fonction particulière en droit de l'Union,
notamment celle d'être un support de légitimation de l'ordre juridique, car en termes de théorie des droits et libertés, et dans la logique d'une conception formelle, elle peut être comparée à une auto-limitation du pouvoir de l'État. Si l'on s'intéresse à des théories plus constitutionnalistes, la charte pourrait d'ailleurs être perçue comme la première pierre d'une constitution formelle, du fait de la spécificité de son mode d'adoption par le recours à une convention où on a souhaité représenter différentes formes de légitimité dans sa composition. Il s'agit finalement d'un texte supranational de protection des droits fondamentaux modernes, car il consacre des droits civils et politiques, ainsi que des droits économiques et sociaux, au nom du principe d'indivisibilité des droits de l'homme. Elle a consacré des droits ancrés dans la modernité, comme la protection des données à caractère personnel, ou encore celle de l'environnement. Et dans le contexte d'une union à 15 dans les années 2000, prise dans des conceptions plurielles de la notion de droit fondamental, la charte constitue un compromis réussi, car compromis il y a eu. Mais si on reformule la question pour se demander sur un plan pratique si la charte est mobilisée de manière fondamentale au point de structurer tout le droit de l'Union, la réponse issue de nos travaux est plus mitigée. Et sur ce terrain, je laisserai les autres intervenants en parler plus précisément. Si on reformule une dernière fois notre question, on peut se demander si la charte a contribué à une meilleure protection des droits fondamentaux en droit de l'Union européenne. Alors, il est trop ambitieux dans le temps qu'il me reste d'essayer de répondre à cette question, mais je crois que pour examiner la teneur de cette protection, il faut préalablement se demander quelle est la fonction des droits fondamentaux en droit de l'Union européenne. En effet, si la charte se heurte à des problèmes de justiciabilité, si sa mobilisation est imparfaite, elle révèle en réalité une conception particulière des droits fondamentaux au sein de l'Union. Prenant exemple sur la jurisprudence de la Cour et sur le régime juridique des principes, Antoine Bayeux soulignait que les droits fondamentaux sont plutôt conçus comme des valeurs à la fois socle et moteur de l'intégration que comme de véritables droits constitutionnels et subjectifs. Selon lui, là où le système de la Convention européenne des droits de l'homme répond à cette conception plus traditionnelle et plus libérale des droits fondamentaux comme limitation du pouvoir, l'Union renvoie, elle, à une communauté politique qui ne cherche pas tant des limites, mais plutôt un fondement axiologique durable. Et ce changement de paradigme est prône à affecter la protection des droits fondamentaux. Et on l'a vu, par exemple, face à la jurisprudence découlant de la confiance mutuelle et la présomption de respect des droits fondamentaux dans le cadre du système Dublin ou du mandat d'arrêt européen. Donc, l'évaluation de la portée et de l'influence de la charte doit aussi prendre en compte une forme d'autonomisation de la fonction et de la notion même de droit fondamental dans l'ordre juridique de l'Union. Je vous remercie pour votre attention.